Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve dans une toute nouvelle vidéo portée sur l'investissement. La dernière fois, je t'avais fait une vidéo sur l'investissement à la montagne, d'ailleurs une vidéo qui t'avait plu. Et aujourd'hui, j'ai décidé de te faire une vidéo sur l'investissement à l'étranger et notamment sur l'investissement à Bali. Pourquoi faire cette vidéo? J'étais récemment à Bali pour bien sûr regarder des investissements, profiter et surfer. Mais j'ai reçu énormément de questions sur les réseaux, etc. sur l'investissement à Bali et je vois que c'est un sujet qui revient régulièrement. Donc dans le plan de cette vidéo, l'idée c'est de te montrer déjà une première partie sur l'investissement à l'étranger, pourquoi investir à l'étranger, quel est l'intérêt d'investir à l'étranger, et une deuxième partie qui sera consacrée à l'investissement à Bali, ses spécificités, pourquoi Bali a autant d'engouement et autant de gens qui veulent y investir, notamment beaucoup de Français, et on conclura pour voir si cet investissement à Bali est fait pour toi. Alors démarrons par l'investissement à l'étranger. Alors pourquoi investir à l'étranger? On pourrait très bien se dire on investit en France. En France, c'est quand même un marché qui est relativement grand, avec la possibilité d'investir dans l'immobilier commercial, l'immobilier résidentiel, la possibilité de faire l'investissement locatif ou de l'achat-revente. Pourquoi finalement se dire investir à l'étranger? La France est une grande puissance, mais c'est une puissance économique qui est très mature. Tout est fait, beaucoup de choses sont faites. Il y a peu de construction par rapport au stock. La croissance économique de la France et de l'Europe, elle est relativement limitée. Et on voit qu'il y a des pays en devenir, des pays en développement qui ont de l'inflation immobilière très forte et donc des rentabilités et des rendements autour de l'immobilier qui sont beaucoup plus élevés. C'est le cas de Bali, c'est le cas de l'Indonésie au sens large, c'est le cas de l'Asie aussi si tu regardes l'Asie. Certains continents qui vont avoir dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années énormément de croissance économique. Et qui dit croissance économique dit pouvoir d'achat de la population locale qui va augmenter. Ça veut dire aussi beaucoup d'immigration qui peuvent être de l'immigration contrôlée. On le voit notamment à Dubaï où il y a énormément de millionnaires et de multimillionnaires qui arrivent. D'ailleurs, Dubaï est une des villes, voire la ville qui attire le plus de millionnaires aujourd'hui dans le monde avec l'Australie. Donc ça montre l'attractivité. Tous ces gens-là, ils ont un budget très important pour acheter de l'immobilier, ce qui crée de l'inflation, c'est-à-dire de la hausse des prix sur l'immobilier. Donc ce qui peut être intéressant d'investir à l'étranger en immobilier, c'est d'avoir ce qu'on appelle une vision macroéconomique. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas uniquement la France, le marché français, c'est de se dire où ça dans le monde, dans les 10 prochaines années, il va y avoir énormément de richesse qui va être créée et donc du coup si la richesse est créée, l'immobilier va en profiter, l'immobilier va monter, les rendements locatifs vont monter. Alors ça c'est une première étape et une première raison d'investir à l'étranger. Deuxième raison d'investir à l'étranger, c'est ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça c'est ce qu'on appelle la diversification et c'est de la gestion de bons pères de famille, c'est-à-dire que quand on atteint un certain niveau de patrimoine, mettre tout son investissement en France avec un seul risque lié à la France, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. On peut investir de manière diversifiée à l'étranger, sur le continent américain, Amérique du Sud, on peut investir sur la péninsule arabique, on peut investir aussi dans toute l'Europe de l'Est, on peut investir en Asie, en Australie, bref, on peut investir dans différents pays avec des spécificités, des rentabilités différentes. Et donc la diversification est importante. Attention, quand on investit à l'étranger, il y a des contreparties. Un, on connaît beaucoup moins le système. On connaît pas le système juridique, on connaît pas le système gouvernemental, des gouvernements qui sont pas forcément des démocraties et donc on peut avoir des revirements de situation en fonction de qui est au pouvoir qui peuvent avoir des impacts importants sur les investissements immobiliers. Autre risque à prendre en considération, pas forcément un avantage, c'est pas forcément un inconvénient, c'est le risque de change, c'est le risque de devise, c'est-à-dire que quand on investit par exemple à Bali, on investit en roupies indonésien, quand on investit aux États-Unis, on investit en dollars. Quand on va investir au Portugal, on va investir en euros, donc on ne prend pas le risque de change. Donc on peut investir par exemple en Europe, on investit dans la même monnaie, donc on n'a pas de risque de change. Le risque de change, il existe à 3 moments. Quand on va faire son investissement, on a un risque de change, c'est-à-dire qu'on va changer des euros pour la monnaie locale dans laquelle on va investir, et cet argent va être investi à un moment donné avec un taux de change donné. Ensuite, on va recevoir des loyers sur l'investissement à l'étranger qui seront en devise locale et si on va devoir les changer, on va avoir des fluctuations. Si la monnaie locale baisse, du coup, nos loyers, on pensait avoir un rendement de 10% si on le calcule en euros. Si ça baisse de 20% la monnaie, finalement, notre rendement va plutôt être de 8%. Et au moment de la revente, pareil, si la monnaie, entre le moment où on a investi la monnaie et le moment où on revend, la monnaie a perdu 20%, finalement, mon actif, même si je le revends 20% plus cher, vu que la monnaie a perdu 20%, finalement, je vais être perdant de 20% en termes de monnaie, au niveau monétaire, et donc mon investissement sera un investissement blanc en termes de plus-value, je n'aurai pas de plus-value. À l'inverse, ça peut être hyper intéressant quand on a des stratégies, on va dire macroéconomiques. Si je sais qu'une monnaie va plutôt se renforcer, tiens par exemple, en ce moment, on est en juin 2024, je suis en train de te parler, la Banque Centrale Européenne est en train de baisser ses taux d'intérêt, la Banque Centrale Américaine, elle ne baisse pas ses taux d'intérêt ou va les baisser plus tard. Dans ce genre de configuration, ça veut dire que le dollar va monter par rapport à l'euro. Ça veut dire que si demain, je prends mes euros, imaginons 100 000 euros que je vais investir en dollars aux États-Unis. J'ai 100 000 euros que je peux convertir en 100 000 $. Je fais un investissement de 100 000 $. Je vais recevoir, imaginons, 10% de loyer chaque année, donc 10 000 $. Et dans 5 ans, j'aurai revendu parce que les taux de la Banque centrale américaine ont moins baissé ou pas baissé par rapport à la Banque centrale européenne. Donc le dollar
dollar va se renforcer. Imaginons que mon dollar il a pris 10%, donc on n'est plus à 1 euro pour 1 dollar, mais à 1,10 euros pour 1 dollar. Et donc mon bien qui valait 100 000 $, il vaut 110 000 $. J'ai pas fait de plus-value, le bien il n'a pas changé en valeur. J'ai gagné quand même 10%. C'est valable dans un sens comme dans l'autre. Je peux gagner, je peux perdre. Donc c'est important de prendre en considération le taux de change. Quand on va dans des destinations très touristiques, là, ce qui peut être très intéressant, c'est qu'on a énormément de touristes. Ils viennent avec du dollar américain, etc. et qu'ils transforment, si je prends l'exemple de Bali, en roupies indonésiens. Ce qui permet de maintenir le taux de change bon, c'est-à-dire de maintenir la devise locale, le roupie indonésien, à des niveaux élevés. Et deuxième chose, ces gens-là, donc ces locataires, ces gens qui vont dans des hôtels, qui vont dépenser, etc. Généralement, ils ont l'habitude de dépenser avec la monnaie internationale. Donc la monnaie internationale, c'est le dollar. Et généralement, ils payent des loyers qui sont plutôt en dollars plutôt qu'en roupies indonésiens. En tout cas, indexés plutôt sur un dollar en termes de prix. Donc, dans certaines destinations, la sensibilité, on va dire, au taux de conversion et à la monnaie est beaucoup moins importante. Autre élément à prendre en considération quand on fait un investissement à l'étranger, c'est l'effet de levier. En réalité, quand on regarde la France, j'ai envie de dire l'Eldorado français de l'immobilier, c'est bien évidemment l'effet de levier. Pour faire simple, même sans argent, même avec très peu d'apport, tu peux aujourd'hui investir des sommes importantes grâce au financement de l'immobilier. Il faut savoir que les banques françaises et le système de financement tel qu'il est conçu en France est un des systèmes les plus efficients et qui permet à des gens qui en ont le plus besoin de pouvoir investir sur des biens avec des niveaux importants. Quand on va en Angleterre, dans les systèmes anglo-saxons, aux États-Unis, quel que soit l'endroit, on va tout le temps nous demander 20-30% d'apport. En France, on peut investir avec des effets de levier, avec 0 € d'apport et ça, c'est juste unique au monde. Et donc, c'est pour ça que même si la rentabilité locative elle est plus faible par exemple en France que dans d'autres pays qui peuvent être plus alléchants avec des rentabilités plus fortes, quand on regarde par rapport à l'euro investi, la rentabilité de cet euro investi, il est souvent plus intéressant en France que dans d'autres destinations, à part sur les destinations où il y a une très forte inflation. C'est peut-être le cas de Bali, mais on va en parler juste après. Et donc, ce qui veut dire, c'est que quand on investit à l'étranger, on va regarder aussi la capacité en tant qu'investisseur étranger à avoir accès à un crédit immobilier pour finalement booster sa rentabilité sur son investissement. Maintenant qu'on connaît les caractéristiques de l'investissement à l'étranger, ce qu'il faut prendre en considération, les avantages et les inconvénients d'investir à l'étranger, voyons maintenant où investir à l'étranger. Pour pouvoir répondre à cette question, il faut voyager. Donc moi, à chaque fois que je voyage, j'ai visité plus d'une trentaine, voire même une quarantaine de pays dans le monde. À chaque fois que je vais me balader dans différents pays, systématiquement, je regarde le marché immobilier, j'essaie de le comprendre. J'essaie de voir si ce marché immobilier peut être intéressant à investir. Alors, où investir à l'étranger? Partons déjà sur l'Europe. Pour moi, les pays européens où il est intéressant d'investir à l'étranger, notamment le Portugal. L'Italie peut être intéressant, mais il y a des spécificités particulières. On a aussi également la Grèce qui peut être très intéressant pour investir à l'étranger. Pourquoi je considère ces investissements-là? Parce que c'est des investissements avec un tourisme assez important et on sait que dans l'immobilier résidentiel, pour créer le plus de rentabilité possible, il faut faire de la location courte durée et justement, quand on fait un investissement à l'étranger, il faut que ce soit plutôt un investissement très rentable ou il faut que ce soit un investissement plaisir. Mais là, l'idée de cette vidéo, c'est de parler d'investissement rentable, d'investissement financier et non pas d'acheter une maison, je sais pas moi, en Sardaigne pour juste en profiter. Ici, c'est de faire de l'argent avec de l'immobilier. Donc, je sortirai de tout ce qui est considération d'investissement plaisir dans cette vidéo. On est dans un système euro, donc on n'a pas de taux de change, de risque de change. On peut avoir accès au crédit immobilier, même si on nous demandera quand même un apport un peu plus important que si c'est un Italien qui emprunte en Italie. Après, il y a d'autres villes qui sont intéressantes, d'autres pays qui sont intéressants, que je connais moins, mais moi, je considère que ces pays-là et ces villes-là sont intéressantes. Elles sont aussi intéressantes d'un point de vue immobilier commercial, parce qu'on peut avoir des rentabilités élevées. C'est le cas notamment au Portugal, en Espagne, on a des rentabilités locatives qui sont plus élevées que la France, et donc on peut faire de belles opérations. On aura aussi, dans certains cas, des taux d'intérêt un peu plus élevés que ce qu'on peut voir en France, notamment sur les crédits immobiliers de 20 ans. Ensuite, si on essaie de dépasser les frontières de l'euro, et donc là on va prendre le risque de change de la monnaie, pour moi, quand je fais et quand je drive un investissement immobilier, je vais regarder la croissance économique de ce pays et son attractivité sur les 10 prochaines années, les 20 prochaines années. Et ce qui ressort le plus pour moi en termes d'investissement, c'est la péninsule arabique, tout ce qui peut être tourné autour de Dubaï, de Doha, d'Abu Dhabi, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'on voit que ces gouvernements-là sont en train de faire une transition exponentielle, une transition structurelle. Avant, c'était des pays qui étaient drivés, l'économie était drivée finalement par leurs ressources naturelles, gaz, pétrole, minerais, etc., etc. Et depuis des années, elles ont enclenché un virage stratégique pour se tourner autour du tourisme, autour de différentes technologies, les hautes technologies. Et on voit l'Arabie Saoudite, on voit Dubaï, on voit différents gouvernements comme le Qatar aussi investir des sommes
monumentale, autant que les États-Unis parfois, sur création d'aéroports, des infrastructures, métro, tramway, The Line en Arabie Saoudite, qui va être le plus grand complexe, une ville rectiligne qui se suit à elle-même, même créer des stations de ski. Donc ils reproduisent finalement tout ce qui se passe bien dans le monde occidental, hein, donc les États-Unis et l'Europe, et donc ils prennent le meilleur de l'ensemble des capitales du monde qu'ils ont observé, et ils prennent pas leurs inconvénients, et ils attirent une population qui est généralement bien éduquée, qui ont la tête bien faite, qui ont une motivation importante à réussir, qui sont entrepreneurs et qui ont donc un pouvoir d'achat beaucoup plus important, qui sont riches. Et donc finalement, ils n'ont pas tous les problèmes sociaux, etc. qu'on peut avoir en France. Donc ces villes-là, ces pays-là sont pour moi l'Europe de demain, c'est-à-dire des pays qui vont tellement se développer qu'il faut vraiment investir, et en investissement simplement dans ces villes-là, on va avoir des plus-values importantes, on va avoir des rendements locatifs importants, et en plus, quand on compare le prix au mètre carré de l'immobilier dans ces villes-là par rapport à des villes comme Londres, Paris, New York ou même Monaco qui ont des prix d'immobilier extrêmement élevés, on voit qu'il y a un effet rattrapage qui n'est pas encore là. Hein, on peut encore acheter au sein même de Dubaï, en plein cœur de Dubaï, à 3500, 4000 euros le mètre carré, des appartements très bien placés. Quand à Paris, dans les beaux quartiers, on n'a rien en dessous de 12, 13 000 euros le mètre carré. Tu vois bien qu'il y a encore un effet rattrapage énorme. Et je mettrai une deuxième zone. La deuxième zone, c'est tout ce qui est l'Asie du Sud-Est. Alors l'Asie du Sud-Est, je connais bien surtout l'Indonésie. Dans l'Indonésie, je connais très bien Bali. Pourquoi je me concentre autant sur Bali et pourquoi l'investissement immobilier locatif ou l'investissement immobilier tout court à Bali est aussi important et aussi intéressant? Déjà, il faut savoir que l'Indonésie est un continent qui est peuplé de plusieurs centaines de millions de personnes. Donc c'est beaucoup de consommateurs. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est un continent qui connaît une croissance économique très forte. On est dans le top 5 des croissances économiques sur les dernières années. On va rentrer dans le top 3 des plus grandes croissances économiques sur les 10 prochaines années. C'est des économistes qui le disent. Donc ça veut dire que l'économie de l'Indonésie va énormément se développer. Bali est une espèce d'île magique. Il y a quelque chose de très spécial sur Bali qui s'explique assez bien. 1, elle est très bien positionnée au milieu d'Indonésie. 2, on a un aéroport international qui drive énormément de monde. 3, au niveau culturel, au niveau religieux, Bali est neutre, c'est-à-dire à sa propre religion, sachant que l'Indonésie est musulmane, donc avec beaucoup moins de liberté sur tout ce qui peut être lié au tourisme, etc. Et Bali est une terre d'accueil monumentale pour les touristes, les expatriés, la création d'infrastructures. Donc Bali concentre énormément de richesses. Je te rappelle que Jakarta est la capitale actuelle, même s'il va y avoir des modifications. Jakarta, c'est très moche, personne ne veut y aller. Mais Bali, dans l'Indonésie, c'est la vitrine international. Bali, c'est un peu le Paris de la France, c'est-à-dire c'est l'endroit où tous les grands chefs d'État, les grands entrepreneurs sont reçus de la part du président de l'Indonésie. J'en ai pour preuve il n'y a pas très longtemps. Elon Musk faisait son première apparition en Indonésie. Hein, ça veut bien dire qu'il y a un développement économique très fort. Elon Musk n'est pas venu à Jakarta. Elon Musk est venu à Bali, a été reçu à Bali dans les hôtels de luxe qu'il y a, parce qu'il y a énormément d'hôtels de luxe qui rivalisent, voire qui sont meilleurs que ce qu'on peut avoir en Europe et en France. Autre caractéristique qui fait que cette ville de Bali est toujours exceptionnelle, c'est sur une seule et même île qui reste assez petite en termes de taille, on peut trouver différentes ambiances avec différentes cultures. On peut trouver Ubud où on va se retrouver dans des rizières juste magnifiques, en pleine jungle, perdu, avec personne autour de soi et aussi de très beaux hôtels qui sont intégrés dans la jungle. Et donc une expérience unique avec un magnétisme, des rituels, beaucoup d'excursions avec des retraites, sur le bien-être, etc., etc. Donc ça, c'est une première ambiance qu'on peut trouver à Bali. Deuxième ambiance qu'on peut trouver à Bali, qui est beaucoup plus développée, avec des codes beaucoup plus occidentaux, européanisés, c'est Seminyak, Canggu, où on y fait la fête, où on peut trouver une vie d'expatriés comme on peut trouver de citadins, c'est-à-dire dans une ville, comme on pourrait avoir à Bordeaux, comme on pourrait avoir à Paris, avec le beau temps quand même et la chaleur. Mais on peut retrouver finalement les codes européens, et c'est pour ça que beaucoup d'Européens, beaucoup de Français se sont installés, travaillent depuis Bali, notamment des gens qui sont plutôt en ligne, et tout ça crée finalement une dynamique économique. Troisième ambiance qu'on peut trouver, je donne les grandes tendances, il y a plein d'ambiances qu'on peut trouver à Bali. Ma zone de cœur que j'apprécie énormément, qui se développe énormément aussi, c'est tout ce qui est le Bukit, c'est-à-dire l'extrême sud de Bali. Donc on est sur Uluwatu, Bingin, Nyang Nyang, donc on est vraiment sur la pointe Uluwatu. Là, c'est le paradis des surfeurs, dont je fais partie. C'est aussi le paradis de l'investissement, parce qu'il y a énormément de croissance et d'investissement. Pour moi, c'est une des zones qui va le plus se développer à Bali. On a cette ambiance avec des plages de sable blanc immaculé, des roches magnifiques, des couchers de soleil exceptionnels. C'est beaucoup plus naturel, beaucoup plus préservé, beaucoup moins construit. Et donc on va visiter aussi des temples. On est
beaucoup plus dans une ambiance naturelle. Ça me fait beaucoup penser à Saint-Tropez sans forcément les strass et paillettes, mais en termes de nature et de dynamisme événementiel et de fête, ça y ressemble énormément. On retrouve aussi d'autres ambiances beaucoup plus retirées, notamment comme on pourrait voir à Sidémen dans l'Agen où il y a quasiment personne, à Lovina qui est au nord de l'île de Bali où là on peut faire des plongées exceptionnelles, il y a très peu de gens, c'est très préservé. Bref, tout ça pour te dire que en 1 heure, 2 heures de route à côté de l'aéroport international, parce qu'au milieu de l'île tu as Denpasar qui est un aéroport international, donc qui drive des flux monstrueux, la 380 peut se poser, donc le monde entier peut atterrir à Bali, ce qui est une grosse différence par rapport aussi à d'autres îles. C'est des îles qui ont des aéroports qui sont généralement des aéroports nationaux, qui sont desservis par Bali, donc Bali devient un passage obligé, et qui sont loin des plages, etc. etc. C'est pas pour rien que chaque année Bali est élu par les grands magazines, les grandes agences de voyage, top 3, top 5, souvent numéro 1 comme destination mondiale pour le tourisme. Tout le monde peut venir à Bali, des gens qui ont un budget très limité. On peut être étudiant et venir à Bali faire 15 jours. On peut vivre, manger, dormir, profiter pour 25 € par jour. Et aussi, on peut avoir une expérience exclusive de luxe pour 2, 3, 4 000 € par jour. Et c'est ça qui est bien, c'est que ces deux mondes, ces deux populations, on va dire des gens avec des budgets limités et des gens avec des budgets très élevés peuvent cohabiter et profiter de l'expérience de Bali. Maintenant, on va parler un peu du marché de l'immobilier à Bali. Moi, j'ai connu Bali il y a un peu moins de 10 ans. À l'époque, les prix de l'immobilier étaient ce qu'ils étaient. Ils étaient beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Et chaque année, je retournais à Bali pour surfer, pour profiter, parce que je suis vraiment tombé amoureux de cette île. Et je me disais, mais en fait, les prix font que monter. Les prix des terrains montaient de 10 à 20% par an. Je voyais des constructions se réaliser tout le temps. Je voyais en fait le paysage de Bali changer tous les 6 mois, 8 mois quand je revenais à chaque fois. Et ça a évolué tellement que j'en étais surpris. Des fois, je reconnaissais même plus certaines rues, tellement ça a évolué. Donc tout ça, c'est pour te dire le dynamisme qu'il y a autour de l'investissement et de la construction immobilière à Bali. Parce que les normes, on va dire, administratives, juridiques sont beaucoup plus simples. Donc on peut déjà construire beaucoup plus librement. On peut faire beaucoup plus de choses plus rapidement. Contrairement par exemple en France où si on veut construire, il faut un permis de construire très complexe, il peut être attaqué, etc. À Bali, souvent, la plupart des gens construisent avant d'avoir un permis et le permis est délivré sur la base de la construction qu'on a faite. Et la seule règle, c'est finalement une hauteur maximum que tu ne peux pas faire. Et généralement, les hauteurs, elles sont relativement élevées. Donc en fait, ça laisse libre cours à l'imagination et à la création. Donc on peut faire vraiment beaucoup de choses sur un seul et même terrain à Bali. Pourquoi investir finalement sur le marché immobilier à Bali? Les rendements locatifs sont beaucoup plus importants. Quand tu es en France, tu as des rendements locatifs de 3 à 4%, ce qui est relativement ce qu'on voit en moyenne, même si nous, si tu es investisseur, que tu suis un peu ce que je dis, moi l'idée c'est quand même que les investisseurs, les gens qui sont dans ma communauté, investissent plutôt sur des rendements de 8 à 15%. Imaginons qu'on est sur un rendement moyen à 4%. À Bali, les rendements locatifs sont plutôt entre 15 et 25% en fonction de comment tu vas acheter ton terrain, ce que tu vas faire dessus, le coût de construction, etc. etc. Ensuite, il y a une grosse différence, c'est le niveau de détention. C'est-à-dire quand on est en France, on est plein propriétaire de son bien immobilier, alors qu'à Bali, on peut être plein propriétaire de son bien immobilier. C'est un peu complexe, il faut structurer ça via une société et ça coûte très cher en termes de terrain. Mais dans 95 voire 98% du temps, on investit à Bali dans l'immobilier via ce qu'on appelle un leasehold. Un leasehold, ça veut dire qu'en fait, je vais louer un terrain durant une durée donnée, sur 25 ans, sur 30 ans en moyenne, et je vais payer l'équivalent de 25 ans ou 30 ans de loyer upfront, c'est-à-dire au moment où je vais louer. Donc on a l'impression d'acheter le terrain, mais en fait, on ne l'achète pas. On le loue sur 25 ans, on le loue sur 30 ans et après on y fait ce qu'on veut dessus. Et la question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce qui se passe à la fin de ces 25 ou 30 ans? Deux options, soit celui qui t'a loué, et donc généralement c'est des locaux, hein, donc le balinais qui t'a loué le terrain, soit il va renégocier avec toi un nouveau loyer sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, c'est à toi de le définir avec lui, à un niveau de prix qui sera négocié au marché au moment où tu fais ta négociation. Donc c'est toujours bien de faire sa négociation le plus tôt possible plutôt que d'arriver à l'échéance du bail. Et deuxième option, le balinais va récupérer la pleine propriété du terrain et donc finalement de la construction que tu as pu faire dessus. Avant de parler chiffres, avant de parler voir comment on rentabilise, l'idée c'est de voir qu'est-ce qui se passe finalement quand il y a une échéance de bail. Les balinais, ce que eux veulent, c'est s'asseoir sur des rentes parce que c'est des gens qui n'ont pas, on va dire, le même mindset qu'un Européen qui va développer un truc, mettre sur Airbnb, développer, faire le service, etc. Donc là, dans la plupart du temps, les balinais, eux, décident plutôt de renégocier et de rallonger la durée du terrain pour justement que l'investisseur étranger puisse continuer à l'exploiter et surtout lui donner des rentes. Donc c'est pour ça que quand tu fais un investissement à Bali, il faut que tu rentabilises ton investissement au moment où tu achètes et au moment où tu loues, mais sur la durée initiale de ton bail, justement pour que l'investissement soit rentable sur 25 ans, l'investissement soit rentable sur
30 ans. On pourrait se dire, oui, mais c'est beaucoup moins intéressant que la France parce que la France, t'es plein propriétaire jusqu'à la fin de ta vie. Oui et non. Parce que à Bali, par exemple, tu n'as pas la taxe d'habitation, tu n'as pas la taxe foncière, tu n'as pas les charges de copropriété, ou en tout cas, elles sont beaucoup plus faibles si tu achètes des charges de copropriété. Bref, certain nombre de taxes que tu as en France, que tu payes chaque année et qui en fait grèvent finalement la valeur de ton bien. Et c'est comme si on t'enlevait un petit bout de la propriété de ton bien. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si ton patrimoine immobilier commence à devenir important au moment où tu vas devoir transmettre à tes enfants, au moment où tu vas devoir donner en succession, tu vas payer. Et tu peux payer jusqu'à 45% d'impôts sur la valeur de ton patrimoine immobilier si tu as mal fait les choses. Et donc du coup, finalement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on n'est pas plein propriétaire en France de son bien immobilier. On est partiellement propriétaire parce que entre les taxes que tu payes pendant toute la durée de la détention et au moment de la succession ou de la transmission, et en fait, tu payes une grande partie. Donc, tout ça est à mettre en exergue dans le calcul que tu peux faire avec un investissement à Bali. Les avantages de Bali par rapport à la France, c'est ça va beaucoup plus vite, c'est plus simple, les rentabilités locatives sont très bonnes, on peut construire avec des prix beaucoup plus faibles, tu peux construire pour entre 500 euros le mètre carré et 800-900 euros le mètre carré, ce qui reste beaucoup plus faible qu'en France où maintenant avec les normes, les contraintes, la pénurie de main d'œuvre, tu construis péniblement en dessous de 2500, allez, 1800 à 3000 euros le mètre carré pour des constructions en fonction du niveau standing que tu vas avoir. Mais à Bali, l'inflation sur la construction elle est beaucoup moins importante, les salaires sont beaucoup plus bas et donc tu peux construire beaucoup plus facilement. Sur un terrain de 300 mètres carrés, tu peux construire 300 mètres carrés, voire plus, alors qu'en France, tu as des règles et des contraintes qui sont beaucoup plus complexes. Autre avantage de l'investissement à Bali, c'est que ça va beaucoup plus vite, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est-à-dire quand tu achètes un terrain qui est bien placé, il faut aller hyper vite, sinon il part hyper vite parce que les gens se décident beaucoup plus vite. Il n'y a pas de saison. Quand tu fais la location saisonnière, la location touristique, c'est pas comme en France où tu as la saison d'été, saison d'hiver. En fait, à Bali, ça se loue quasiment tout le temps. Tu as un petit peu la saison des pluies, mais qui franchement qui est pas très développée, qui va de novembre à mars. Tu as très peu de saisonnalité, tu as le monde entier qui vient. Donc je te le disais tout à l'heure au niveau tourisme, je crois qu'on est à 12 millions de visiteurs par an à Bali. Par contre, gros inconvénient par rapport à l'investissement en France, c'est le financement. Comment on fait pour financer son bien immobilier? Difficilement. Quand tu es sur l'option leasehold, c'est-à-dire où tu prends à bail un terrain ou une maison que tu prends à bail pour pouvoir faire ton investissement, ça tu peux pas emprunter. Soit tu investis via une société, soit tu investis en nom propre. Dans la plupart du temps, ce que je te recommande, c'est de prendre une PT-PMA et donc du coup, tu vas pouvoir investir via une société où tu crées là-bas. Tu es actionnaire toi en tant qu'investisseur étranger de cette société. Tu vas être obligé d'investir en cash. Donc si c'est une opération à 200 000 euros, finalement il faut investir 200 000 euros sur lesquels tu auras ta rentabilité que j'évoquais tout à l'heure. Si tu fais ce qu'on appelle du freehold où tu achètes vraiment le terrain en pleine propriété, c'est possible. Ça coûte plus cher, t'es propriétaire à vitam aeternam, donc c'est beaucoup mieux en termes de valorisation de ton bien immobilier. Par contre, tu vas immobiliser beaucoup de cash pour ton terrain, tu auras le même revenu locatif parce que la maison que tu vas construire dessus, ça sera la même. Donc tu rentabiliseras moins vite ton investissement, mais par contre à la fin, tu le revendras plus vite. Quand tu fais du freehold, tu peux faire financer par la banque, tu peux faire financer jusqu'à 70 à 80% de la valeur de ton bien immobilier, mais pas à l'acquisition, plutôt après 1 an, 2 ans d'exploitation pour qu'il y ait une valeur d'expertise et ils vont te refinancer ton bien à hauteur de 70 à 80% de cette valeur-là. Tu récupéreras du cash pour aller faire une autre opération. Donc ça peut être aussi intéressant d'aller financer en freehold. Si je reviens sur le leasehold, donc là la location, on est à 98% des cas. Investissement en cash, donc plusieurs options. Soit tu as le cash sur ton compte, ce qui est la situation idéale, tu peux investir à Bali. Soit tu as des biens immobiliers ou des biens en France ou à l'étranger que tu peux donner en garantie. Par exemple, tu as un bien immobilier qui est libre de toute hypothèque, il n'y a pas de crédit dessus, tu donnes en hypothèque, en garantie, la banque va te prêter et cet argent, tu vas l'investir à Bali. Pour celles et ceux qui sont dans aucun de ces cas, c'est-à-dire pas de cash ou très peu de cash, qui n'ont pas de bien immobilier libre de hypothèque et de crédit immobilier et qui n'ont pas d'actifs financiers à mettre en garantie, tu peux aussi faire des achats, on va dire, groupés, des achats où tu vas pouvoir investir à plusieurs et dire l'opération à 200 000 euros. Si on est 10 à la faire, on va mettre chacun 20 000 euros. Ça a l'avantage de te permettre de pouvoir investir à Bali et de bénéficier de tous les avantages que je t'ai donnés sur l'investissement, la rentabilité, etc. L'inconvénient, c'est que tu devras te mettre d'accord avec les 10 personnes avec lesquelles tu as investi. Donc, il faut que ce soit des gens que tu connaisses bien ou il faut que ce soit organisé par un vrai professionnel qui, lui, sera le tiers, et donc le gérant de l'opération qui prendra la décision pour l'intérêt de l'ensemble des associés, l'intérêt de la collectivité. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Donc, voilà un petit peu comment investir à Bali, les avantages, les inconvénients. Une autre question qui revient régulièrement, c'est la
fiscalité de l'investissement à Bali. Alors là, on rentre dans des choses qui sont des considérations sur mesure. En fonction de ta situation, la fiscalité peut être différente. On arrive à la fin de cette vidéo et je vais répondre à la question, est-ce que l'investissement à Bali est fait pour toi? Alors il est fait pour toi si tu es une personne qui veut investir tout seul à Bali, donc il faut un budget assez conséquent, 200, 300 000 euros, qu'il faut que tu aies un parcours d'investisseur qui soit assez avancé, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies fait déjà une, voire plusieurs opérations immobilières en France, où tu as bénéficié finalement de l'effet de levier qu'offre la France, et tu dis tiens, une diversification, il y a un beau potentiel encore de croissance sur l'immobilier à Bali, et donc tu peux faire ton opération immobilière. Par contre, si tu es au début de ton parcours d'investisseur, je te recommande plutôt d'investir en France, notamment pour utiliser l'effet de levier, si tu as accès au crédit immobilier, notamment dans de bonnes conditions, et si vraiment tu veux investir à Bali dans ton parcours d'investisseur, même au début, je te recommande plutôt de faire ce qu'on appelle des club deals, c'est-à-dire d'investir à plusieurs dans une opération. Ça te permettra de limiter ton apport parce que vous serez plusieurs à investir sur l'opération, donc toi ton apport sera limité et ça limitera aussi ton implication parce que souvent il y a un gestionnaire de l'opération. N'hésite pas à me mettre en commentaire les questions auxquelles j'ai pas répondu, n'hésite pas à m'envoyer un message privé aussi si tu veux investir à Bali. Je te retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo.